Calcul de la valeur de l'entreprise, de la société, notamment au plan fiscal, pour déterminer la base taxable, pour les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange, ou les mutations à titre gratuit, donation, succession. Quelle est la valeur de l'entreprise non cotée? C'est d'abord la valeur par comparaison qui prime. Et si la valeur par comparaison est inapplicable, il convient de recourir à la valeur financière. Et concernant la valeur financière, nous allons voir quelle est la position de la jurisprudence, de la doctrine, des praticiens, mais surtout de l'administration fiscale. Donc le guide de la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, qui est pour moi la méthode la plus importante. Parce que s'il y a un litige avec l'administration fiscale, elle va s'accrocher à sa méthode. Donc je ne vais recourir aux autres méthodes que s'il y a un écart significatif entre ce que je pense être la réalité et éventuellement la méthode préconisée par l'administration fiscale. Sinon, je vais recourir à la méthode de l'administration fiscale. Sinon, intellectuellement, c'est certes intéressant, mais dans la pratique, il vaut mieux s'aligner, si c'est proche de la réalité, de la méthode préconisée par l'administration fiscale, à moins que vous vouliez courir un risque. Valeur par comparaison. Selon la jurisprudence constante, pour établir la valeur de l'entreprise non cotée, la méthode par comparaison prime sur les méthodes financières et nous verrons le détail des deux arrêts du Conseil d'État. La valeur est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel. La valeur du marché, c'est la valeur vénale qui est déterminée à partir de transactions qui portent sur les mêmes titres de l'entreprise ou alors sur des titres de sociétés similaires avec un délai raisonnable inférieur à 24 mois qui sépare les deux transactions. Et les charges ou les limites à l'aliénation n'ont aucune incidence sur l'évaluation de l'entreprise. La méthode par comparaison prime sur les méthodes financières. Voici les deux arrêts du Conseil d'État. Donc, on va se référer aux transactions qui ont eu lieu sur les titres de l'entreprise dans les 24 mois. Et s'il n'y a pas eu de transactions sur les titres de l'entreprise, on va regarder s'il y a eu des transactions sur des entreprises similaires. Et il est rare qu'il y ait des entreprises similaires. Donc, bien souvent, on va recourir à l'évaluation aux méthodes financières. Méthode financière, on a trois familles d'évaluation. La valeur par comparaison, celle qui prime. L'entreprise vaut ce que valent les autres. Ou alors la valeur patrimoniale, l'entreprise vaut ce qu'elle possède. Ou alors la valeur de dividende attendue, l'entreprise vaut ce qu'elle va rapporter. La difficulté, c'est les différences d'appréciation entre la pratique et l'administration fiscale. Jurisprudence. La jurisprudence n'autorise la remise en cause d'une évaluation qu'en présence d'un écart significatif. J'y reviendrai. Ce que c'est que cet écart significatif entre le prix retenu et la valeur vénale des biens cédés. La jurisprudence applique le principe une combinaison de méthodes. Et l'administration fiscale également dans son guide, une combinaison de méthodes, on va voir lesquelles. Cependant, l'emploi d'une méthode unique reste possible dans certaines circonstances, nous dit un arrêt du Conseil d'État. L'administration fiscale. Voilà la Bible pour moi, l'évaluation des entreprises et des titres de société, guide de la DGFiP de novembre 2006, qui a toujours lieu et qui est disponible sur Internet.
Le grand écart entre la pratique et l'administration fiscale, c'est que l'administration fiscale ne veut pas utiliser la méthode des discount cash flow, ça veut dire la prévision des flux futurs, sauf si les flux sont prévisibles. Elle estime que, elle retiendra éventuellement, elle examinera la méthode DCF, qui est préconisée par tous les praticiens, afin d'affiner son analyse et la valorisation de l'entreprise. La doctrine, alors il y a plusieurs écrits sur les méthodes d'évaluation des entreprises d'un côté, que voici, il y en a d'autres. Deux méthodes de comparaison pour les praticiens, la méthode prospective, DCF, des flux actualisés, ou analogique, transactions comparables avec l'utilisation de multiples, 2 fois le chiffre d'affaires annuel, par exemple. Concernant les méthodes prospectives, on va actualiser les flux à l'aide d'un taux d'actualisation bâti sur un échantillon de comparables. Et pour la méthode analogique, comparer des agrégats financiers à différents ratios obtenus à partir d'un échantillon de sociétés comparables. Voici les associations de praticiens d'évaluation des entreprises d'un côté, il y a beaucoup de monde. Et ça continue. Alors, voyons maintenant le guide de l'administration fiscale. Méthode par comparaison, on a vu que c'est celle qui prime, donc l'administration fiscale va regarder les transmissions qui ont eu lieu dans les 2 dernières années, soit sur les titres de l'entreprise, soit sur les titres de sociétés similaires, ou si l'entreprise est cotée, des valeurs boursières qui sont des sociétés très proches structurellement et financièrement. À défaut, les méthodes financières, elles distinguent la valeur mathématique, la valeur patrimoniale, ce que l'entreprise possède, les valeurs de rentabilité, des flux futurs, et pour les domaines industriels, elle va appliquer également donc la méthode de MBA, la marge brute d'autofinancement, et des multiples de l'EBE ou du RE, du résultat d'exploitation. À défaut de comparaison possible, donc combinaison des deux méthodes, valeur mathématique et valeur de rentabilité. Valeur patrimoniale, valeur mathématique, elle est donnée par le montant des capitaux propres plus les plus-values latentes des biens inscrits à l'actif de l'entreprise. Et pour la valeur de rentabilité, elle va tenir compte des flux actualisés avec un flux de référence sur un taux de capitalisation par rapport à un taux de capitalisation. Et pour l'application des 2 critères, soit valeur mathématique ou valeur de rentabilité, d'ailleurs c'est l'un et l'autre, et non pas exclusif, puisqu'elle préconise une combinaison de méthodes, le premier critère, ça va être le pouvoir de décision dans l'entreprise, et le second critère, nature et l'importance de l'activité de l'entreprise. Concernant le premier critère, elle va pondérer pour l'associé majoritaire, elle va pondérer par la valeur mathématique, alors que la valeur de rentabilité pour l'associé minoritaire. Parce que l'associé minoritaire, il est supposé ne pas avoir de décision, notamment sur le dividende. Donc c'est passif et on va privilégier donc la valeur de rentabilité. En ce qui concerne le deuxième critère, nature et l'importance de l'activité de l'entreprise, on va le voir juste après. Pour le commerce de taille moyenne, elle accorde une importance plus forte à la valeur mathématique. Et pour les industries de taille moyenne, elle va additionner les deux.
Donc voici un résumé du guide de l'administration fiscale, valeur mathématique, donc valeur patrimoniale, valeur de rentabilité. Donc premier critère, quel est le pouvoir de décision dans l'entreprise? Si l'associé est majoritaire, alors je suppose majoritaire en droit de vote, d'ailleurs il convient de s'interroger sur la valeur notamment des actions de préférence qui donneraient un pouvoir renforcé. C'est un autre sujet, on abordera ça quand on verra notamment les actions de préférence. Si l'associé est majoritaire, bien c'est la valeur mathématique qui prime, alors que s'il est minoritaire, c'est la valeur de rentabilité. Deuxième critère, nature et l'importance de l'activité de l'entreprise. Commerce, industrie, commerce ou industrie. Selon que l'entreprise est de petite ou de moyenne ou de taille importante. Donc voici, selon l'importance de l'entreprise, les pondérations du guide. Et à droite, les sociétés à activité non commerciale et non industrielle, telles que les holdings patrimoniales et aussi les sociétés civiles notamment. Donc voici les pondérations. Donc vous voyez que la valeur d'une société civile, notamment qui emprunte, souvent on dit c'est la valeur patrimoniale. Oui, la valeur mathématique. Donc capitaux propres plus plus-value latente. Pas tout à fait. Il faut tenir compte quand même bien des résultats futurs en principe. Valeur mathématique ou patrimoniale, c'est la somme des valeurs vénales avec des corrections des éléments d'actifs et de passifs. Et voilà par exemple comme correction notamment des provisions réglementées ou des exemples de provisions pour risques et charges. Valeur de rentabilité, la méthode des cash flows, mais l'administration fiscale, on l'a vu, refuse d'établir des plans d'affaires, ce n'est pas son domaine, et donc elle raisonne avec un flux constant. Avec comme calcul possible des valeurs de productivité, des multiples du résultat d'exploitation ou de l'excédent brut d'exploitation, et pour les entreprises d'une certaine taille, la marge brute d'autofinancement ou la valeur de rendement. Commençons par les valeurs de productivité, capitalisation du résultat net distribué et capitalisé, page 47 de guide, et il nous est donné un exemple que j'ai repris ici. Résultat net courant après IS 3 ans reproductible, 300 000. Résultat courant avant impôt. Taux de capitalisation retenu 6%. Et voici aussi les références Internet pour retenir les taux et notamment le taux de rendement des OAT ici à 10 ans et le taux d'inflation de l'INSEE. OAT, obligation assimilable du Trésor. Valeur de productivité d'une société, résultat comptable, cash flow annuel ou dividende distribué. Donc ici, les positions ne sont pas tout à fait arrêtées. Première option, c'est le résultat comptable qui constitue le dividende distribuable juridiquement et donc le revenu à actualiser, donc résultat comptable. Option 2, les flux effectivement décaissés en trésorerie par la société au profit de l'associé. Donc une jurisprudence, mais pas toujours, puisqu'on a aussi une jurisprudence d'avis différents qui nous dit que on doit tenir compte du résultat distribué en espèces ou par inscription en compte courant d'associé. Et c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Jurisprudence bénéfice distribué et non pas distribuable tel que le préconise l'administration fiscale. Donc là aussi, on peut contester, et si la société est à l'IS, doit-on prendre en compte l'impôt sur la société. Pour calculer la valeur de l'entreprise, il convient de retrancher du montant obtenu la valeur actualisée de l'endettement net. Et le guide nous dit ce que c'est que l'endettement net.
valeur des fonds propres, valeur de productivité moins l'endettement financier et l'endettement financier. Bénéfices à capitaliser. Là, le guide nous dit qu'il faut capitaliser à l'infini le résultat net courant minoré de l'IS des 3 dernières années, pondérable selon la dynamique, majoré éventuellement d'une partie du salaire des associés dirigeants. L'arbitrage classique entre salaire et dividendes. Le guide continue sur les taux de capitalisation à retenir à partir du bénéfice récurrent dégagé des données comptables présentes et passées et non des bénéfices prévisionnels. On a vu que la jurisprudence a une position différente. Elle dit que voici le taux calculé de l'OAT 10 ans déflaté. Et là aussi, il y a une différence avec la pratique. Et elle ajoute avec une pondération de la prime de risque. Là aussi discutable. Et voici ce que c'est que la prime de risque. Selon les différents secteurs d'activité. La prime de risque est particulièrement importante, notamment pour les activités dans les nouvelles technologies. Différence avec la position de la jurisprudence pour la valeur de productivité d'une société. Elle considère qu'on peut retenir la valeur prévisionnelle du dividende. Et non pas le résultat net après déduction du taux de l'IS tel que le préconise le guide de l'administration fiscale. Valeur de rentabilité. Donc, on a vu les valeurs de productivité. Maintenant, une deuxième méthode, calcul le multiple du résultat d'exploitation ou de l'excédent brut d'exploitation. Résultat d'exploitation produit moins les charges. Et le guide donne des exemples de valeurs d'entreprise. Et elle donne une comparaison entre la méthode, la valeur obtenue par le résultat d'exploitation et celle de l'EBE. Maintenant, la méthode de calcul marge brute d'autofinancement, MBA, applicable aux entreprises d'une certaine taille. Donc adapté aux sociétés industrielles importantes qui constatent des amortissements importants. Avec ici la définition de la marge brute d'autofinancement, les résultats nets plus les amortissements pratiqués. Avec un coefficient à appliquer et le problème, le choix du coefficient. Valeur de rendement, enfin, avec un exemple. Applicable aux sociétés d'une certaine taille qui pratiquent une politique régulière de distribution. Survaleur ou goodwill est le supplément de valeur de l'entreprise dû à sa réputation, à la valeur de son équipe, à son nom, ses marques. Cash flow actualisé, donc on a vu c'est les flux actualisés prévisibles et l'administration fiscale, dans son guide, précise qu'elle ne met pas en directement cette méthode-là parce que ce n'est pas à elle d'établir des plans d'affaires. Mais si elle est proposée, elle sera attentive à cette proposition.
Le guide de l'administration fiscale n'a pas de valeur juridique, mais attention aux écarts. Et les désaccords portent le plus souvent, d'ailleurs, sur le montant de le calcul de la valeur mathématique, la valeur patrimoniale. Désaccord entre l'administration et les praticiens, c'est le choix du taux d'actualisation. Le taux de rendement sans risque des obligations, eh bien, l'administration, c'est le taux déflaté de l'inflation. Choix de la prime de risque également, dissonance entre les praticiens et l'administration. Décote de valeur pour minorité, illiquidité, agrément, holding. Donc le guide dit que pour les décotes pour minorité, en théorie, la valeur des titres obtenus à partir de la valeur globale de la société peut varier en fonction du degré de contrôle que confère le paquet de titres. Et donc la qualification de minoritaire repose sur les pouvoirs de décision et donc de contrôle. Et la décote de minorité ne se justifie pas, sauf si le principe d'égalité des actionnaires est rompu. D'ailleurs, on peut même, au contraire, observer une prime de minorité. C'est une position. Concernant le guide de l'administration fiscale, si on a un recours à la méthode par comparaison, la décote pour minorité est incluse dans la méthode par comparaison. Si on recourt à la méthode financière, la décote est prise en compte dans la pondération entre la valeur mathématique et la valeur de rentabilité. Donc, pas de décote de minorité. Sauf si il n'y avait pas de distribution. Voilà. Une décote est admise en l'absence de distribution régulière. Sinon, le caractère minoritaire est pris en compte dans la pondération, sauf en cas d'absence de distribution. Et cette décote ne peut dépasser 25%. Donc, en l'absence de distribution régulière, oui, décote possible. Caractère minoritaire. Voilà. La Cour d'appel de Reims valide la pratique de l'administration fiscale. En ce qui concerne la décote pour illiquidité, bien souvent, on dit, tiens, pour une décote pour illiquidité, on cite souvent un chiffre entre 10 et 30%. Bon. Alors, la décote est applicable selon l'administration fiscale s'il y a une valorisation seulement par la valeur mathématique ou si comparaison avec des titres cotés. Sinon, non, pas de décote pour illiquidité des titres, notamment pour la valeur de rentabilité. Voici sa position. Décote d'agrément. Le guide admet une décote non pas pour illiquidité, mais pour contrainte juridique ou contractuelle, et notamment les clauses d'agrément. Confirmée par la jurisprudence. Une clause d'agrément qui entrave la liberté de cession justifie la pratique d'un abattement sur la valeur des parts.
Un engagement collectif de conservation, tel qu'un pacte du travail, ne justifie pas l'application d'un abattement. Et on a aussi une décote spécifique à la holding. Constatation d'une différence entre la capitalisation boursière d'une société holding et sa valeur après revalorisation de ses titres de participation. Et là encore, la décote pour une holding du travail est inapplicable. Donc, décote admise pour non-liquidité des actifs immobilisés, la fiscalité latente sur ces actifs et éventuellement l'absence de contrôle de la holding sur les participations. Possibilité de déduire la fiscalité latente pour l'évaluation des titres selon un arrêt du Conseil d'État. Pas de décote pour les sociétés civiles à l'IR, puisque la fiscalité latente n'est pas celle de la société, mais celle des associés. L'administration fiscale peut rectifier le prix d'acquisition, et notamment dans les principes de donation-vente. Je donne et ensuite vente. Pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de vente d'un bien acquis à titre gratuit, donation, le prix d'acquisition doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, si la vente a lieu juste après la donation, bien évidemment. Parce que le chef d'entreprise, bien souvent, sa tentation est de dire « je donne l'entreprise, elle ne vaut rien, je la vends, ça vaut très cher ». Oui, mais attention, il faut que les deux valeurs soient les mêmes, si la chronologie des opérations est très proche. Et en cas de rectification définitive de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit par l'administration, c'est cette nouvelle valeur qui doit être retenue pour le calcul de la plus-value. Ça peut piquer, hein. Voici là aussi la position du Conseil d'État, pareil que la précédente. Et si aucune valeur n'a été déclarée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, l'administration peut retenir la valeur d'acquisition nulle, sauf si le contribuable peut justifier d'une autre valeur. En cas de cession de titres à prix minoré par une entreprise, attention aux deux punitions, donc intention libérale, donc acte anormal de gestion. Intention libérale en présence d'un écart significatif entre le prix de vente et la valeur vénale. Donc jurisprudence constante. Et la dernière jurisprudence cite un écart de 14% entre la méthode d'évaluation mathématique et le prix de cession, alors que les jurisprudences antérieures faisaient état d'un écart admissible de 20%. À moins que l'entreprise cédante tire une contrepartie à cette minoration de prix. Valeur des titres intentionnellement erronés, attention à la sanction, à la double punition, pour le cédant et pour l'entreprise bénéficiaire. Pour le cédant, prix de cession, ça équivaut à une distribution d'un revenu occulte et donc d'un dividende imposable en tant que dividende distribué. Pour l'entreprise bénéficiaire, la valeur de l'apport, si minoration, ça constitue un enrichissement de la société, bénéficiaire de l'apport. S'il s'agit d'une augmentation de l'actif net, bénéfice imposable à l'IS. Et pour la personne physique bénéficiaire, imposition au droit de mutation à titre gratuit. Attention, tarifs entre étrangers, 60%.
Qu'en est-il d'une promesse de vente d'actions consentie par une société à un prix inférieur au marché? Il peut y avoir absence d'acte anormal de gestion s'il y a contrepartie. Donc voici une jurisprudence de 2022. Ne constitue pas une libéralité, notamment, une société qui souscrit une promesse de cession d'actions à un prix irrévocablement fixé au bénéfice d'un cadre dirigeant d'une société fille, parce que l'avantage tiré par la société, c'est une plus grande implication de la personne physique intéressée dans le développement du chiffre d'affaires. Et je vous ai mis ici le contexte. Diminution de la plus-value suite au reversement d'une partie du prix par le cédant, prise en compte de la baisse du prix de cession si le reversement est prévu par une clause qui compense une dette ou une surestimation d'actifs. Arrêt du Conseil d'État de 2018. Succession décès du chef d'entreprise, prise en compte des conséquences du décès du chef d'entreprise pour l'évaluation, sous condition, que voici. Donation d'entreprise, procédure de rescrit-valeur qui est possible. Donc le chef d'entreprise peut consulter l'administration sur la valeur qu'il retiendra pour le calcul des droits de donation et l'administration dispose de 6 mois pour répondre. C'est long, 6 mois. Si accord sur la valeur, la donation doit être réalisée dans les 3 mois qui suivent la réponse. La holding passive est exclue du dispositif de rescrit-valeur.